Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la question sécuritaire et la menace terroriste dans la sous-région au cœur de l'entretien entre le président Alassane Ouattara et Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 500 000 candidats affrontent les épreuves jusqu'au mercredi prochain. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé les épreuves et lance un appel à la lutte contre la fraude. Et puis la saison des pluies est à nos portes. Elle laisse déjà des traces dans la commune d'Adjamé, centre de commerce informel par excellence. Dans la plupart des marchés et à la gare routière, le sol est recouvert de boue et rend difficile la pratique de la voie, une situation pénible au quotidien. À voir dans ce journal. Tout d'abord, direction le palais présidentiel où le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce lundi avec Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. En ligne de mire, la question sécuritaire et la menace terroriste dans la sous-région. Le point de Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. Nommé en mars dernier pour succéder à Mohamed Ibn Chambas, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif, a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le diplomate tchadien a dit être venu se présenter aux autorités ivoiriennes après sa nomination à ce poste. Inévitablement, les deux hommes ont abordé l'actualité sécuritaire dans le Sahel où la menace terroriste est quasi permanente. Je suis venu me présenter au président de la République. Et effectivement, nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a 2-3 jours. On a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, c'est des défis réels. Et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que c'est des défis globaux qui concernent toute la sous-région. Et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires puissent également être aux côtés de ces pays pour faire face à cette menace qui de plus en plus devient sérieuse. Mahamat Saleh Anadif a 64 ans. Il était depuis plus de 5 ans à la tête de la MINUSMA à Bamako. Il est désormais à Dakar où il remplace le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les ex-ministres Ali Koulibaly et François-Albert Amicha, sortis du gouvernement Patrick Achi, ont été nommés ce lundi par le président de la République Alassane Ouattara. L'ancien ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger devient ministre conseiller spécial auprès du président de la République. L'ancien ministre de la Ville, François-Albert Amicha, lui remplace Lambert Fekesse à la tête du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Information rendue publique cet après-midi par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 14 juin 2021 à la signature de 2 décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Au titre de la présidence de la République, M. Ali Koulibaly est nommé ministre, conseiller spécial auprès du président de la République. Au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023, M. François-Albert Amicha est nommé président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Fait à Abidjan le lundi 14 juin 2021. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 500 000 candidats affrontent ces épreuves jusqu'au mercredi prochain.
La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé les épreuves et elle lance un appel à la lutte contre la fraude. Au micro de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedo. Top départ des épreuves écrites des examens à grand tirage ce lundi. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC ont entamé ces examens avec l'épreuve de la composition française. Pour s'assurer du bon déroulement de cet examen scolaire, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a visité à Abidjan des centres de composition. C'est au lycée moderne d'Adjamé à Aris qu'elle a lancé les examens avec des consignes très claires aux élèves et examinateurs. On ne veut pas de tricherie, pas de fraude. Si on vous prend la main dans le sac, vous allez vous créer des problèmes et à votre famille également. Donc faites en sorte qu'il n'y ait pas de tricherie. Au centre de composition de l'école primaire publique EPP Emmanuel Dioulo, dans la commune du Plateau, dédié aux candidats en situation de handicap, Mariatou Koné a touché du doigt leur réalité. Au terme de cette tournée, la ministre se félicite du bon déroulement du processus. L'examen se passe sur l'ensemble du territoire, dans les mêmes conditions, qu'on soit handicapé ou non. Pour les épreuves orales, quelques enseignants ont été dénoncés. Ceux qui disaient qu'il faut donner tel montant pour obtenir telle note. Et bientôt, vous allez les voir. Pour dire que la lutte contre la fraude, la lutte contre la tricherie est vraiment une réalité dans notre pays. Cette session 2021 du BEPC compte au total 509 609 candidats, dont 25 063 candidats pour le test d'orientation. Sur cet effectif national de 509 609 candidats, l'on dénombre 229 494 filles, soit 47,36%, contre 250 052 garçons, soit 52,63%. Les résultats seront proclamés le mardi 6 juillet prochain à 14 h. Dans l'actualité politique, l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire jeudi prochain. Information confirmée par ses proches ce lundi qui ont révélé par ailleurs que le chef de l'État Alassane Ouattara a autorisé l'accès au pavillon présidentiel pour l'accueil de son prédécesseur, un geste que les proches de Laurent Gbagbo saluent. Salif Yalekwe. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a mis à la disposition de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo le pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan pour son accueil jeudi, dans le cadre de son retour en Côte d'Ivoire. Telle est l'information livrée ce lundi lors d'une conférence de presse par le secrétaire général de la Franche Gore, Gbagbo Oria, du Front populaire ivoirien, Assoadou, saluant le président Alassane Ouattara pour son geste. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2020 par vol régulier venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé le 31 mars 2021 la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé dans l'affaire de crime contre l'humanité perpétrée lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011. Le chef de l'État Alassane Ouattara avait indiqué que Laurent Gbagbo était libre de rentrer de même que Charles Blé Goudé, ancien leader de la Galaxie patriotique. Et les habitants de Mama, village de l'ancien président Laurent Gbagbo, sont heureuses à l'idée de revoir leur fils après 10 ans d'absence. Pour eux, son retour est un signe fort pour la réconciliation nationale. Pierre Dipomelin. Mama, village de l'ex-président Laurent Gbagbo, fait sa toilette en attendant le retour de son fils. Un retour fixé au 17 juin prochain, selon sa famille politique. Débroussaillage et ravalement de façades de bâtiments par les jeunes du village dans une ambiance de fête. Ses partisans ont même organisé une marche dans les rues de Gagnoa et de Mama, scandant des chants de réjouissance. On va l'accueillir, on va l'accueillir. On va l'accueillir comme un père. Père, c'est notre président. Quand il était ici, le village était bon.
On était heureuses, tout ça. Donc, on souhaite qu'il n'a qu'à revenir. On entend qu'il va arriver, il va venir le 17 juin. Mais on ne dort pas. Ma fille, on a tous éveillé, on ne dort pas. On attend l'arrivée de Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a été définitivement acquitté en mars par la Cour pénale internationale de La Haye des accusations de crimes contre l'humanité. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui accorde le pavillon d'honneur à son arrivée, selon les organisateurs, qui saluent un acte fort pour la réconciliation nationale. Dans le reste de l'actualité, le siège de la Fédération des associations des handicapés de Côte d'Ivoire est parti en fumée ce matin. L'incendie survenu très tôt le matin aurait été causé par un court-circuit électrique, selon plusieurs témoins de la scène. Grâce aux sapeurs-pompiers militaires, le feu a vite été maîtrisé. Heureusement, on ne dénombre aucune perte en vie humaine. Cependant, de nombreux dégâts matériels sont enregistrés. Brice Niawa et Rikimou. Un incendie survenu ce matin, autour de 8 heures, a ravagé le siège de la FACI, la Fédération des associations des handicapés de Côte d'Ivoire. Le feu serait venu d'un court-circuit selon ce témoin. D'abord, je rappelle qu'il y a eu une baisse de tension à 3 reprises. La 3e fois, quand c'est venu, et il y a eu un bruit de l'autre côté là-bas, où se trouve le compteur, les DPN, tout ça. Et la fumée, les flammes ont commencé à jaillir de là. Donc je partais voir, je me suis dit, bon, peut-être c'est le courant, donc j'allais sauter soit le compteur. Mais je vois que c'est de là-bas que venait véritablement la fumée. Donc du coup, j'ai dû rebousser le chemin. En voulant rebousser le chemin, et j'ai entendu derrière moi la télé qui est à la salle d'attente a éclaté. Et ça a commencé à brûler. Donc j'étais pris entre les deux feux, donc je me suis précipité à sortir. Quand les sapeurs-pompiers nous sont arrivés, ils ne pouvaient pas rentrer. Parce que le feu était très fort. Ils ne pouvaient pas rentrer. Et en tout cas, par leur stratégie, ce qu'ils savent faire, ils se sont arrangés pour maîtriser le feu. Si l'on n'enregistre aucune victime, il faut noter cependant que les occupants de ces locaux ont tout perdu. Aujourd'hui, malheureusement, le serveur de la Fédération des personnes handicapées est parti en fumée, en ruine. Tous les appareils informatiques sont affectés. Chez moi, le frigo et la télévision également. Vous comprenez que ça va être difficile les jours à venir. Nous sommes vraiment effondrés. C'est un peu comme c'est le fruit de tout un labeur qui est en train de s'effondrer. À l'État, à nos partenaires, à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide pour qu'on puisse leur aider parce que c'est ici qui est un peu notre centre de pèlerinage au niveau des personnes handicapées. Ce bâtiment qui abrite plusieurs directions du ministère des Affaires sociales a été réhabilité en 2016 par l'ONUCI. C'est la seconde fois que la FACI est victime d'un tel drame. De plus en plus, ces engins à 3 roues s'invitent dans le transport de la ville d'Abidjan, de Yopougon à Bobo en passant par les communes d'Atekoubé, d'Adjamé, de Cocody ou de Koumassi. Les populations sollicitent les services de tricycle pour se déplacer et pour le transport de leurs marchandises, ce qui en fait une bonne affaire pour les promoteurs de ce nouveau type de transport. Un paradoxe quand on sait que cette activité à la base demeure encore interdite dans le district d'Abidjan. Les précisions de Brice Niawa et Tanguy Konan. Les tricycles, encore appelés mototaxis, continuent de gagner du terrain dans la ville d'Abidjan. Dans pratiquement toutes les communes de la capitale économique, ces moyens de locomotion desservent les quartiers très reculés et ceux dont l'accès est difficile pour les taxis ordinaires du fait de l'état défectueux des routes. Ça nous permet de nous débrouiller en tant qu'il a des jeunes qui n'ont pas de sous-métier à faire. Vous les dites pas t'asseoir dans la rue. Par jour, tu peux avoir les 13 000, 14 000, 15 000. Ça dépend si les jours sont bons, tu peux avoir plus que ça. C'est les 3 roues là qui fait qu'on peut avoir au moins la force pour monter. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas monter par nos forces. En tout cas, c'est trop dur chez nous. Le prix là, c'est 100 francs, 100 francs. Ça nous arrange. Si ça ne nous arrange pas, on ne peut pas vous dire que ça ne nous arrange pas. En tout cas, ça nous arrange très très bien même. Souvent, quand tu veux prendre des Sokosé, de là pour partir à Sokosé, on peut te dire 1000 francs. Entre avec, comment on appelle, Saloni, on appelle ça Saloni, c'est abordable, 100 francs.
Tu sors du quartier, tu peux prendre ton taxi et puis partir. Les frais de transport des mototaxis sont moins coûteux, mais les usagers se plaignent de l'amateurisme et l'imprudence des chauffeurs à la base des accidents. Il y a des défaillances aussi parce que souvent, c'est des enfants il y a des enfants de 15 ans voilà, qui roulent. Ça nous fatigue aussi parce que souvent, ils roulent mal. Souvent même, il y a des gens qui se plaignaient, il y a eu des accidents. L'activité est pourtant interdite. Les nombreuses descentes sur le terrain n'ont pas réussi à stopper les mototaxis. Il y a autant de services qui sont à la disposition de la population pour se passer de ce genre de services qui sont accidentogènes, qui ne sont pas encadrés. Pour mener une activité, il faut avoir un type homologué pour un service bien déterminé. Donc les cyclistes tels que c'est présenté n'en font pas partie. Et les éléments constitués notamment pour exercer l'activité, les autorisations de transport, l'assurance qui doit couvrir l'activité, qui permettent de travailler dans toute légalité, au cas où il y a des problèmes, leur prise en charge est difficile. Selon Bafa Koné, l'Office national de la sécurité routière entend travailler en collaboration avec toutes les mairies afin de mettre fin définitivement à ce phénomène. La saison des pluies est à nos portes. Elle laisse déjà des traces dans la commune d'Adjamé, ce centre de commerce informel par excellence. Dans la plupart des marchés à la gare routière, le sol est recouvert de boue et rend difficile la pratique de la voie, une situation pénible au quotidien. À voir dans ce sujet de Nadia Eya et Tanguy Conan. Quand il pleut, voici à quoi ressemblent ces marchés aux alentours de la gare routière d'Adjamé. De la boue, encore de la boue. Un bassin vaseux dans lequel pataugent piétons, camions ou encore tricycles chargés du transport de marchandises. Si la plupart des usagers de cette zone sont bien équipés pour affronter ce terrain glissant, bottes ou sacs plastiques noirs aux pieds, certains ne s'attendaient pas à un tel spectacle. Ces jeunes hommes, en partance pour un voyage à l'intérieur, sont pris au piège et ont du mal à accéder à la gare routière. Et ça qui avait peut-être une idée que j'étais mouillé, mais pas jusqu'à ce point-là. Je suis bloqué. Je ne sais pas comment faire pour rejoindre de l'autre côté de la route. Je pourrais me débrouiller, au moins arriver là-bas, puis me rincer un peu les pieds, continuer la route. Une situation pénible, source d'inconfort et gênante pour la pratique des activités économiques. Les gens viennent, mais ça nous fatigue. Ça fatigue aussi les clients qui viennent. Beaucoup de clients qui disent, bon, ici chez nous, il y a trop de la boue, on n'a qu'à trouver une solution. On est venu, on a balayé, les tracteurs sont venus balayer, ramasser tous les couverts là. Il n'y en a plus aujourd'hui maintenant, mais c'est l'eau là toujours qui vient. Quand l'eau vient, il y a toujours la boue. Il y a la boue, quand il pleut, quand on charge nos camions, on a du mal à circuler. La boue, ça gâte les pneus, le camion fonce. Donc tout le temps, on a un problème de disque d'embrayage. On est un peu fatigué ici. Et comme chaque année à cette période, c'est ensemble que ces opérateurs essaient de venir à bout du problème. Ils sont à la tâche, encore cet après-midi, pour trouver une solution. Entre nous, les magasiniers, des fois, on trouve des solutions. Chacun donne 1000 francs ou 2000 pour remplir à cause de nos clients des fois. Nous sommes en train de remplir l'endroit. Quand il pleut ici, franchement, on n'arrive pas à circuler, quoi. Donc aujourd'hui, on a décidé d'arranger bien le coin et essayer de pouvoir bien circuler ici. Ça va améliorer au moins. Parce que si c'est bien fait et damé, l'eau peut partir directement, puisqu'elle est gravée en bas. En attendant une solution plus durable, les vendeurs de bottes, eux aussi confrontés à cette dégradation de la voie, peuvent se consoler grâce à une hausse de leurs ventes. Et la saison des pluies qui vient de s'ouvrir pourrait ne pas avoir fini d'embourber commerçants et clients à Adjamé. À l'ère et à l'heure d'Internet, informer autrefois seul apanage du journaliste semble être aujourd'hui la vocation de tout le monde, une réalité qui crée souvent de la confusion chez le consommateur. Alors qui a la qualité de journaliste en ligne? Comment la presse numérique est-elle organisée? Que font les acteurs du secteur pour assainir cet environnement du digital, toujours en proie au phénomène des fake news? Un sujet de Pierre Dipomelin. Publier une information ou donner son avis sur un sujet quelconque via les réseaux sociaux ne fait pas de l'émetteur du contenu un journaliste ou un professionnel de la presse, quand bien même celui qui publie jouit d'une importante notoriété. Depuis 4 ans, le secteur est encadré et bien organisé grâce à la loi 2017-867 du 27 décembre 2017.
Être média en ligne suppose que vous êtes constitué en entreprise de presse, avec un registre de commerce, avec un contrat de bail, avec un journaliste professionnel qui gère le média, avec une demande adressée au procureur de la République qui va vous délivrer un récépissé. Et lorsque vous avez toute cette paperasse, vous êtes donc répertorié au niveau de l'ANP. Nous avons une quarantaine d'entreprises légalement constituées. Quand vous voulez vérifier une information, vous allez sur tel site, vous n'avez pas vu, sur tel autre site, vous n'avez pas vu. C'est que c'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes parce que les sites les plus crédibles du pays n'en parlent pas pour l'instant. Donc il faut s'en tenir de diffuser ou de relayer une telle information. Plusieurs actions menées par le gouvernement et les journalistes eux-mêmes ont permis d'assainir l'environnement numérique. Mais il faut noter que le chantier est loin d'être achevé. Vous avez les réseaux sociaux qui sont animés par cette forme de journalisme. Il n'est pas journaliste, c'est un citoyen lambda, il est de passage au plateau, il y a un fait, il est témoin d'un accident. Il veut tout de suite raconter ça sur les réseaux sociaux, il fait les images, il balance sans obéir, n'est-ce pas, au process de traitement de l'information parce que lui n'est pas professionnel de la communication. C'est pourquoi aujourd'hui nous recommandons l'éducation aux médias. Un travail qui implique la responsabilité de toutes les couches sociales et surtout une prise de conscience individuelle, selon ce responsable d'un site d'information. Je suis aussi acteur de l'information numérique, donc de ce point de vue, j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, je peux utiliser les réseaux sociaux ou bien le digital de façon qualitative. Assainir la pratique du journalisme en ligne est un combat que mène le REPRELSI. Le réseau créé en 2006 regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. La fêtière des médias numériques ivoiriens s'est fixée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire. En son sein, il existe un organe d'autorégulation dénommé l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.